Chers amis de la Maison Heinrich Heine, chers intervenants, bienvenue à notre soirée organisée dans le cadre du cycle Europe en coopération avec l'Université franco-allemande. Cette table ronde portera ce soir sur la politique migratoire et les risques de division de l'Europe sur le sujet. Force est en effet de constater que face au mouvement migratoire de ces dernières années, la politique à l'égard des réfugiés, migrants et demandeurs d'asile s'est installée en tête des préoccupations politiques de nombreux États membres et est devenue, dans certains d'entre eux, un puissant levier pour le maintien ou l'accession au pouvoir de partis xénophobes. Confrontés au repli sur soi de nombreux pays et au manque flagrant d'esprit de solidarité, l'Union européenne n'est pas parvenue à créer une véritable politique migratoire commune. Qui plus est, alors que la question migratoire est au premier plan des agendas politiques nationaux, l'impression domine que cette problématique est relayée à un plan subalterne dans l'agenda européen. Comment résoudre l'opposition qui semble diviser les États membres entre l'affirmation de la souveraineté nationale et la solidarité? Pour traiter de cette question, nous nous réjouissons d'accueillir ici plusieurs spécialistes de cette difficile thématique. Madame Clotilde Warin, journaliste consultante pour le think tank néerlandais Klingendaal sur les enjeux de migration, rédactrice en chef de la revue Confrontation Europe, où elle est chargée des questions de migration. Pas tout à fait ça? De toute la revue. Et spécialiste des questions de la migration. Pardon. Monsieur Didier Lesky, directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et auteur de cette étude « Migration, la France singulière » qui vient de paraître dans les publications de la Fondation pour l'innovation politique. Monsieur Benjamin Schraven, expert au Deutsches Institut für Entwicklungspolitik, l'Institut allemand de la politique de développement, et le professeur David Capitan, président de l'Université franco-allemande, va, comme il est coutume de ce cycle, animer cette table ronde et je lui passe la parole. Merci Madame la directrice. Merci de nous avoir réunis dans le cadre de cette série de conférences consacrées à des problématiques européennes. Nous en avons traité plusieurs cette année, mais avec la question des migrations, avec la question de la compréhension de ce qui est communément décrit dans la presse comme une crise migratoire, l'essai d'analyse de ses causes, la description également de la manière dont elle s'étend au sein des différentes zones qui constituent l'Union européenne pour les opposer les unes aux autres sont les thématiques qui vont nous occuper ce soir. Et pour présenter cela, eh bien, nous allons essayer de faire le tour d'un certain nombre de points de vue complémentaires, en ayant d'abord un regard un peu général à partir du point de vue français, puisqu'aussi bien nous sommes à la Maison de l'Allemagne, certes en territoire un peu allemand, mais à Paris, pour essayer de voir à partir de l'analyse française, à partir de la spécificité peut-être qui est celle de la France au sein de cette crise, de quelle manière on peut essayer d'expliquer les ressorts qui la caractérise. Et puis ensuite, nous aurons l'occasion de revenir en complétant ce premier point de vue français par un point de vue allemand, notamment sur la question de la manière dont cette crise migratoire concerne certes l'Europe, son futur et la recherche d'un consensus entre les différents États qui la composent, mais également des conséquences, bien entendu, très au-delà de ses frontières. D'abord parce que les migrants qui constituent cette crise migratoire, pour certains d'entre eux, voyagent certes au sein de l'Union européenne, mais proviennent très largement de frontières plus lointaines. Et par conséquent, les politiques qui sont susceptibles d'être mises en œuvre en réaction à ce qui est perçu comme une crise migratoire, eh bien, suppose d'intervenir aussi en dehors des frontières strictes de l'Union européenne et dans ces pays. Et nous aurons l'occasion d'y revenir dans un second temps. Donc, donner la parole dans un premier temps
à Monsieur le préfet Leski, qui je la cède immédiatement. Merci. Bonsoir à tous. Merci, Madame la Directrice, pour cette invitation. Je voudrais, à partir d'un exposé assez bref de la situation française, montrer les difficultés auxquelles l'Europe est actuellement confrontée. Alors, la France, il faut le rappeler, c'est d'abord un pays d'immigration de longue durée. Sur une très longue durée, même si aujourd'hui, du point de vue des chiffres de l'INSEE, comme on dit, la France, c'est entre 9 et 11% d'immigrés, c'est-à-dire des personnes nées étrangères à l'étranger, ce qui n'est pas unique en Europe. La France est un pays où le quart de sa population a un rapport à la deuxième génération direct avec l'immigration. Et c'est le produit de cette immigration de longue durée. Il faut le rappeler pour comprendre, c'est un des aspects, des différences entre les différents pays d'Europe, que cette habitude, je dirais, ce long processus d'intégration d'une immigration que d'autres pays aujourd'hui n'ont pas, et c'est un des éléments sans doute de leur difficulté à appréhender les problèmes qu'on a en matière d'immigration. La deuxième chose qu'il faut dire, et là on est plus directement dans le sujet qui suscite beaucoup d'actualité, la France ne connaît pas les mêmes flux migratoires que l'ensemble des pays d'Europe. On est aujourd'hui dans une situation un peu singulière. Nous avons certes des entrées très importantes qui ont eu lieu ces 2-3 dernières années en Europe, en particulier venant de la Syrie ou des zones de conflit. La France est un pays où la demande d'asile n'est pas en adéquation avec le gros de ceux qui est rentré en Europe et en particulier en Allemagne. La première demande d'asile en France, c'est aujourd'hui les Afghans, j'y reviendrai. Mais la deuxième, ce sont les Albanais. La troisième, les Ivoiriens. Les Guinéens et les Géorgiens. Pour vous dire les choses beaucoup plus simplement, aujourd'hui, les Syriens ne correspondent ne sont que la 16e nationalité en demande d'asile. Nous avons beaucoup plus, 3 fois plus d'Albanais qui demandent l'asile en France que de Syriens. Il y a des raisons, je dirais, liées à l'appréciation qu'ont les personnes qui migrent, de la possibilité qu'elles analysent d'accéder plus ou moins vite à l'autonomie en fonction des compétences qui sont les leurs ou les compétences qu'elles pensent avoir par rapport à la situation et l'économique des différents pays, globalement, et nous le savons, et ça a été à un moment donné mal perçu même par une partie de l'opinion publique, les classes moyennes qui ont fui, ou les personnes qui ont fui la Syrie, par exemple, ne sont pas allées en France, mais sont plutôt allées dans les pays de langue germanique ou en Europe du Nord. Les 4 flux qui aujourd'hui arrivent en France en demande d'asile sont, outre les Afghans, qui sont en fait ceux qui ont été déboutés dans les pays de langue germanique ou d'Europe du Nord. Les Afghans qui arrivent en France ont en moyenne déposé 2 fois une demande d'asile en Europe et se selon vu refusé. Et ça fait partie d'un des problèmes des différenciations du système européen, qui est le fait qu'il n'y a pas d'unification de l'appréciation de la situation des pays et donc du besoin de protection en fonction des nationalités. La France protège les Afghans à 9 fois sur 10, aux alentours de 90%. C'est en moyenne au niveau de l'Europe moins de 40%. En Allemagne, aux alentours de 50%, c'est-à-dire une personne sur 2 qui demande l'asile, mais en Suède, on est à 30%. Donc, nous sommes la zone de repli. Aujourd'hui, nous sommes le premier pays en Europe qui accueille ceux qui ont été déboutés dans le cadre des rentrées européennes en 2015 et 2016 et qui, aujourd'hui, cherchent une solution de repli, une solution de rebond, comme on dit, et qui arrive en France. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, le deuxième grand groupe, c'est la venue massive en France
de personnes qui viennent de pays de l'Est pour lesquels l'Europe a libéralisé les visas dans le cadre du processus d'adhésion et qui ont, du point de vue, du fait d'un système juridique qui est beaucoup plus lent par rapport à d'autres pays et sur certains aspects beaucoup plus favorable que d'autres pays, considèrent que la France est le pays vers lequel il faut aller. C'est le cas des Albanais et des Géorgiens qui sont aujourd'hui le deuxième grand groupe d'hébergés et de bénéficiaires de l'allocation pour demandeurs d'asile, c'est-à-dire de l'aide qu'on doit apporter aux demandeurs d'asile pendant toute la procédure de leur demande d'asile. Et le troisième groupe, troisième et quatrième du reste, en fonction des zones, c'est la demande d'asile qui vient des pays de langue ou d'influence française traditionnelle, c'est-à-dire l'Afrique de l'Ouest, Guinée, Côte d'Ivoire, Sénégal, Mali, où on a une demande d'asile de plus en plus importante qui arrive en France. Et puis, on a une demande d'asile qui vient du Maghreb et qu'on a vu de manière importante et qu'on voit en ce moment aujourd'hui arriver par l'Espagne, puisque l'Espagne est aujourd'hui le premier pays d'entrée en Europe, même si, de nouveau, il y a une entrée importante qui se fait par la Grèce, mais qu'on a vu l'année dernière à partir de la Méditerranée centrale, avec les images dramatiques qu'on a vues, puisque la première nationalité qui débarquait en Italie et qui, pour grande partie d'entre elles, venaient en France, c'était les Tunisiens, c'est-à-dire des personnes qui sont de langue française et qui considèrent que la France est naturellement le pays vers lequel ils pourront plus facilement s'intégrer. Aujourd'hui, arrivent en France donc des flux qui viennent d'Espagne. Je rappelle que l'Espagne, l'année dernière, c'est moins de 5000 personnes qui obtiennent le statut de réfugié, pendant que en France, c'est 43 000. Et bien évidemment, c'est des centaines de milliers en Allemagne. Et puis, aujourd'hui, on a des personnes qui quittent l'Italie alors qu'elles étaient parfois installées depuis de longues années en Italie, mais qui considèrent que le climat global ne leur permet plus de rester de manière tranquille en Italie et qui utilisent la France comme zone de repli. C'est le cas de personnes venant de l'Afrique de l'Ouest ou du Soudan, enfin de la Corne de l'Afrique, qui aujourd'hui quittent ces pays. Alors, une fois décrit tout ça, qu'est-ce qui fait, et j'ai commencé à l'aborder, la crise européenne? C'est le fait que il n'y a pas eu, en même temps qu'on a créé un espace frontalier commun, un travail qui unifie les procédures d'asile et qui unifie même les droits sociaux auxquels les personnes peuvent accéder à la fois pendant la demande d'asile et une fois qu'elles ont le statut de réfugié. C'est ça qui caractérise l'Europe, avec des pays qui sont plus ou moins convergents ou qui l'ont été et qui sont aujourd'hui des pays divergents, y compris que les pays qui sont historiquement le noyau. Je pense bien évidemment, puisqu'on est ici dans la maison de l'Allemagne, entre l'Allemagne et la France, où on voit par exemple un écart qui est en train de se construire sur la possibilité de rapprochement familial pour les personnes qui ont obtenu une protection subsidiaire. Les conditions ont été durcies dans un certain nombre de pays, dont l'Allemagne, alors que la France, de nouveau dans son dernier texte législatif, élargit ces conditions. Mais on pourrait parler de la prise en charge d'un point de vue social, à la fois de ceux qui sont en demande d'asile. Le processus, la prise en charge n'est absolument pas la même entre l'Italie et la France et l'Allemagne, par exemple, même si théoriquement ça devrait être convergent, mais ça ne l'est pas. Ça, c'est la première chose, et le fait qu'il n'y ait pas, par exemple, de définition commune des pays sûrs, est un problème qui explique ce turnover entre ceux qui ont été entre les différents pays, entre ceux qui ont été déboutés par ceux qui ont été déboutés, qui essayent de trouver une porte de sortie. Le mot qui symbolise cette crise, c'est Dublin. On peut pas dire autre chose. D'abord parce que personne n'y comprend rien s'il n'est pas très précisément
dans le système, et parce que tout le monde en parle, les associations, et l'administration elle-même a fini par inventer des mots. On parle de dubliné ou de dublinable, etc. Qu'est-ce que c'est que le système Dublin, et qui est l'aboutissement d'une sorte d'incohérence dans la mise en pratique et dans les convergences. Dublin, c'est au départ une idée qui n'est pas absurde, qui est celle de dire que le pays d'entrée est responsable de la demande d'asile et du devenir des personnes dans le cadre de cette demande d'asile. Et c'était une façon de responsabiliser, en tout cas c'était pensé comme ça par ceux qui l'ont conçu, responsabiliser les pays qui sont à la frontière de l'ensemble de l'espace européen. Ce système ne marche plus, à la fois parce qu'il y a des appréciations différentes, je l'ai dit, entre pays sûrs et dans la manière d'examiner les demandes d'asile entre les différents pays, mais il marche d'autant moins qu'en réalité, quand quelqu'un a été, par exemple, débouté d'Allemagne, c'est-à-dire plusieurs centaines de milliers de personnes, et qu'elle arrive en France, elle doit être enregistrée dans une préfecture française. À partir du moment où elle est enregistrée dans une préfecture française, elle va toucher l'allocation pour demandeur d'asile. Si elle est en vulnérabilité, elle va être hébergée par le système d'hébergement français. Aujourd'hui, dans le système direct qui a trait à l'asile, on est à 93 000 places. Quand on y rajoute l'hébergement d'urgence généraliste, dans lequel il y a beaucoup de demandeurs d'asile ou de personnes déboutées et même des réfugiés, on rajoute quelque chose qui est de l'ordre de 50 000 places, en réalité, sur les 150 000 de la demande généraliste. Si la personne n'est pas reconduite, réadmise dans le pays où elle s'est enregistrée, au bout de 6 mois, l'OFPRA est tenu d'examiner sa demande d'asile. Vous comprenez bien que un Afghan qui sait qu'il a près de 9 chances sur 10 d'avoir l'asile en France, alors qu'il a été refusé en Suède, et parfois après de longues années, puisque vous avez vu que certains journalistes ont fait une sorte de marronnier avec les Afghans qui viennent de Suède et qui parlent suédois et qui vont à l'église des Suédois de Paris, eh bien, tout l'enjeu pour les pays qui ne veulent pas coopérer dans le système Dublin, ou tout l'enjeu pour celui qui a été débouté, c'est d'éviter de repartir dans le pays dans lequel il a été débouté. Et si, malgré tout, le pays l'accepte et qu'il ne se rend pas à la convocation fixée par l'administration pour pouvoir être conduit en Allemagne, il faut qu'il attende 18 mois, et en réalité dans une situation sociale extrêmement difficile, puisqu'il n'a plus l'allocation pour demandeur d'asile, contrairement au premier qui va l'avoir pendant 6 mois. Il faut qu'il attende 18 mois. Au bout de 18 mois, l'OFPRA français est tenu de réexaminer sa situation avec justement de nouveau les écarts qui existent entre les différents pays. Voilà un peu la situation globale qui explique un des éléments de la crise. Et la dernière chose qui est une spécificité aujourd'hui, un problème plus spécifiquement français, alors qu'on a une pression qui n'est certes pas aussi massive que celle qu'ont pu connaître les pays d'Europe du Nord ou les pays de langue germanique. La dernière spécificité, c'est le fait que nous avons à la fois une crise du travail et une crise du logement particulièrement dure, et que les personnes qui viennent d'ici ne sont pas directement employables en termes de réfugiés, parce que leur rapport à la langue française n'est pas, pour une grande partie d'entre elles, évident, et leur degré de formation n'est pas suffisant pour arriver à les mettre très vite dans une dynamique d'employabilité, pour des raisons évidentes. Quand on vient de pays qui sont déliquescents ou qui ont été déstructurés sur une très longue période, on peut penser au Soudan ou à l'Afghanistan, et bien évidemment, il y a des effets sur les personnes, et en plus, vous le savez, notre pays n'est pas un pays où l'anglais est une langue de travail facile, pour ceux qui, malgré tout, parleraient en anglais, mais je vois que ça vous fait sourire. Voilà un peu le paysage global de la situation française, qui est assez singulière par rapport à ce qui se passe dans l'Europe du Sud, puisqu'en Europe du Sud,
Espagne, Portugal, globalement, c'est des pays de passage. Hein. L'Italie était un pays où une partie de la migration de la demande d'asile pouvait se stabiliser, mais elle est en train de partir. Et puis, dans les pays d'Europe du Nord, on a, après un effort d'accueil particulièrement important, un mouvement de fermeture, hein, et qui se rabat sur la France. Et la situation de l'Allemagne, je laisserai monsieur en parler beaucoup mieux que moi, puisque elle est, d'un point de vue français, pas toujours totalement compréhensible dans les rapports entre gauche et droite. Merci à vous. Merci beaucoup, Monsieur le Préfet, pour cette première entrée dans ce thème éminemment complexe. Vous nous avez rappelé la diversité des mouvements de migration, les migrations qui sont d'origine relativement proche, des pays comme l'Albanie, comme la Géorgie, dont on s'est demandé d'ailleurs, nous avons une conférence sur le sujet, dans quelle mesure on ne l'avait pas intégré, au moins pour certains d'entre eux, dans l'Union européenne. L'Albanie, ça n'a jamais été envisagé directement, mais à terme, sa situation géographique sans doute conduira à se poser la question des mouvements, évidemment, qui sont liés à la recherche d'asile au plan politique, plus précisément. Et puis, alors vous avez évoqué notamment l'Érythrée, le Mali, la Syrie, ces pays dans lesquels, évidemment, les circonstances politiques conduisent à une recherche d'asile. Et puis, les pays, notamment, comme les pays d'Afrique du Nord, plus stables pour l'instant et pour lesquels les raisons de migration sont plus de nature économique. Vous avez montré aussi la grande difficulté qu'il y avait au plan européen à trouver un point d'accord sur la manière de considérer ces migrants. Je crois que la population de l'Europe, c'est 6% de la population mondiale. Je crois que nous avons 7% des migrants, de sorte que finalement, il n'y en a pas tellement plus en Europe qu'il y en a ailleurs. Nous sommes par ailleurs, évidemment, une zone d'une grande richesse où, a priori, cette question des migrations pourrait rester relativement secondaire. Et pourtant, effectivement, c'est devenu un élément politique absolument central de la plupart de nos États. Et chacun observe la manière dont les migrants qui sont arrivés dans un pays passent dans l'autre avant de repartir dans un troisième. Il y a une espèce de jeu assez complexe et vous nous en avez donné quelques-unes des clés. Enfin, vous avez évoqué le traité de Dublin, ce traité qui a été conçu par les États membres, les mêmes qui aujourd'hui le considèrent comme la cause de tous les maux, alors que, évidemment, la solution de la Commission européenne était de dire on va mettre en place un système d'asile unifié, celui qu'aujourd'hui on peut éventuellement appelé de ses voeux, mais à l'époque, évidemment, personne ne voulait abandonner cet élément de souveraineté qui était la maîtrise des frontières et des conditions dans lesquelles on pouvait donner l'asile. On s'est accordé sur le système de Dublin qui permettait de responsabiliser chacun, et puis aujourd'hui, chacun, effectivement, s'accorde à dire que tout cela ne va plus très bien. Alors ces nombreuses difficultés ont évidemment des conséquences aussi au plan politique interne. Nous aurons l'occasion peut-être de revenir sur ces questions du point de vue français, mais nous allons les aborder peut-être aussi du côté allemand. Et je me tourne vers M. Schraven pour nous donner un second point de vue sur cette question complexe. Bonsoir et merci beaucoup pour l'invitation. Je suis désolé, mais ma connaissance du français est horrible. C'est la raison pour laquelle je préférais allemand pour la discussion. Ou anglais? Non. Ja, wir haben in Deutschland im Jahr 2015 eine Situation erlebt, die man jetzt im Nachhinein, oder vielleicht auch schon kurz drauf, sicherlich als ein Epochenjahr bezeichnen kann, so ähnlich wie 1989, 1990, 1945 und so weiter. Wir haben gesehen, dass Hunderttausende von Menschen nach Deutschland gekommen sind und man hat den Eindruck, dass sich dadurch die gesellschaftliche und die politische Diskussion, der gesamte Diskurs nachhaltig verändert haben. Am Anfang war es noch gar nicht so sehr, dass man sagen könnte, es hätte großartige Kontroversen gegeben. Ich selber wohne in einem kleinen Dorf in Bayern. Auch hier, wie überall in Deutschland, haben sich Helferkreise gegründet, die Geflüchtete unterstützt haben.
Aber im Laufe der Zeit ist dann auch eine etwas andere Stimmung dann entstanden. Man hat schnell gesehen, dass das mit der Integration, vor allem mit der Integration Hunderttausender von Menschen, natürlich nicht so einfach ist. Es ist schon eine gewaltige Aufgabe ist und man hier sicherlich bei der Integration nicht nur Erfolgsgeschichten sehen kann. Wir haben in den Folgejahren dann 2016, 2017 erlebt, wie der politische Diskurs immer, ja, ich möchte sagen, immer schriller geworden ist, immer auch, ja, migrationsfeindlicher. Wir haben den Aufstieg der rechtspopulistischen AfD gesehen, was in Deutschland auch eine Neuheit war, im Vergleich zu Frankreich, zu vielen anderen europäischen Ländern, wo es diese rechtspopulistischen Bewegungen, diese rechtspopulistischen Parteien ja schon seit den 80er Jahren teilweise gibt. Das war in Deutschland bis dato undenkbar und die AfD ist dann im letzten Jahr auch in den Bundestag eingezogen. Und auch hier sorgt sie durchaus, ich sag's vorsichtig, für bemerkenswerte Töne, die wir bis dato in der politischen Diskussion so noch gar nicht erlebt haben in Deutschland. Man muss auch sehen, dass das Selbstverständnis Deutschland, ein Einwanderungsland zu sein, noch nicht so besonders neu ist, also im Vergleich zu Frankreich etwa. Deutschland hat natürlich seit den 60er Jahren sehr viel Zuwanderung erlebt, aus der Türkei, die sogenannten Gastarbeiter, auch aus anderen Ländern, in den 90er Jahren sogenannte Spätaussiedler, also Deutschstämmige aus der ehemaligen Sowjetunion und so weiter. Aber bemerkenswert ist auch hier in diesem Zusammenhang der Satz von Helmut Kohl, von 1991, 92, Deutschland ist kein Einwanderungsland. Also Migration ist nichts, wo ich jetzt sagen würde, das ist dem Selbstbild Deutschlands so angeheftet, sondern es ist mühsam, ist es dazugekommen. So in dieser Situation ist also dieses Jahr 2015 dann gekommen. Und jetzt kann man sich natürlich denken, die Flüchtlingskrise hat unser Land im Prinzip dann auch sehr stark gespalten. Die Frage des heutigen Abends ist ja, spaltet die Migration Europa? Als ich zum ersten Mal die Frage gehört habe, habe ich mir gedacht, na, vielleicht spaltet sie in erster Linie auch unsere Gesellschaften in Europa. Dann musste ich aber von dieser Antwort ein bisschen Abstand gewinnen und habe mir gedacht, naja, diese Migrationsfrage, auch in dieser Geballtheit, wie sie Deutschland ja diese Flüchtlingszuwanderung erlebt hat, ist eigentlich nur, in Deutsch sagen wir, das I, der I-Punkt auf dem I. Es geht viel mehr, es geht um noch viele andere Dinge, die da mit reinspielen, die wir in Frankreich zum Beispiel auch erleben. Wir erleben eine zunehmende Unzufriedenheit mit der etablierten Politik. Der Eindruck verstetigt sich, dass Probleme, die viele Menschen bewegen, nicht gelöst werden können. In Deutschland zum Beispiel sehr hohe Mietpreise in den Großstädten, München, Frankfurt, Berlin mittlerweile auch. Wir haben, oder sehr viele von uns haben den Eindruck, dass die Politik sehr viel stärker auf Lobbygruppen hört, als auf die wirklichen Bedürfnisse der Bevölkerung. Und das alles spielt da mit rein. Also es ist, glaube ich, in gewisser Weise so, dass diese Migrationsfrage ein Stück weit auch überschätzt wird. Da kann man sich sehr leicht drauf stürzen. Und wie gesagt, sie trifft in Deutschland auf einen Migrationsdiskurs, wo Migration im Allgemeinen immer noch eine etwas negative Konnotation hat. Also nicht nur Flüchtlingszuwanderung, irreguläre Migration, sondern Migration insgesamt, da ist man in Deutschland immer noch etwas skeptisch. Auch wenn wir jetzt zum Glück auch über ein Einwanderungsgesetz in Deutschland diskutieren. Aber ich glaube, da ist noch sehr viel mehr dahinter und das auch nicht nur in Deutschland, sondern in den anderen europäischen Ländern auch. Also von daher scheint es mir so, dass wir nicht nur in diesem Zusammenhang spaltet die Migration, spaltet die Flüchtlingskrise Europa oder unsere Länder, dass wir das doch noch sehr viel breiter diskutieren müssen. Eine andere Beobachtung, und das ist jetzt auch eher so mein Kernarbeitsbereich, ist auch der,
dass durch diese Auseinandersetzung, wie gehen wir jetzt mit dieser Migrationssituation um in Deutschland, in Europa, ist auf einmal auch ein ganz anderer Diskurs entstanden, sozusagen in der auswärtigen Wirkung, nämlich die Diskussion, wie können wir eigentlich diese Ursachen der Migrationsbewegung angehen. Ja, also nicht nur diese Frage von Integration, sondern auch, was machen wir eigentlich in den Ländern, und da ist jetzt in den letzten 2-3 Jahren sehr stark auch ein Afrika-Fokus reingekommen, was machen wir eigentlich hier mit den Ursachen dieser Migrationsbewegung, dieser Flüchtlingsbewegung? Und dieser Diskurs, den finde ich auch ganz interessant. Also und ich erkenne in dieser deutschen Debatte auch immer mindestens drei Narrative, die sich da hier so verstetigen. Und das geht eigentlich auch durch die Bank weg, dass alle politischen Kräfte in Deutschland ein bisschen den Eindruck erwecken, wir erleben gerade den Beginn einer gewaltigen Invasion, einer Völkerwanderung aus Afrika. Obwohl das die Zahlen eigentlich gar nicht so sehr hergeben. Die Zahlen insgesamt sehr stark rückläufig seit 2016 und auch der Anteil afrikanischer Staatsbürger ist deutlich zurückgegangen. Der zweite Narrativ, der hier in dieser ganzen Diskussion gepflegt wird, ist der, ich nenne ihn mal den Fluchtursachendiskurs. Und was ich damit meine, sind eigentlich sehr schlichte Erklärungsmuster für diese Migrationsbewegung. Es ist einmal vor allem die Armut in Afrika, dann perspektivisch vielleicht der Klimawandel und alles andere gerät da so ein bisschen zu so einer Art Hintergrundrauschen. Das ist aber auch dann deutlich unterkomplex, weil wenn wir uns diese einzelnen Faktoren mal anschauen, die in dieser Debatte dann genannt werden, müssen wir schnell feststellen, dass Armut zum Beispiel überhaupt nichts taugt als Erklärungsfaktor für Migration. Ganz im Gegenteil. Besonders arme Länder bringen kaum internationale Migration hervor. Also es bedarf immer eines gewissen sozioökonomischen Entwicklungsstatus, bevor überhaupt internationale Migration entstehen kann. Weil Migration ist natürlich auch immer eine Ressourcenfrage. Und dann der wichtigste Narrativ, den ich in dieser Debatte erkenne, ist der, jetzt muss ich die Übersetzer schon mal um Verzeihung bitten, ist verbunden mit dem deutschen Schlagwort der Fluchtursachenbekämpfung. So eine typische Monstrosität deutscher Verbalkonstruktion, Fluchtursachenbekämpfung, ein Wort. Im Englischen braucht man dafür 7 Worte, um es zu übersetzen. Bin ich ganz sicher, wie es im Französischen ist. Was damit gemeint ist, ist natürlich, jetzt müssen wir, die Deutschen, wir, die Europäer, dafür Sorge tragen, dass die Menschen in den Heimatländern eine Bleibeperspektive finden. Und hier ist natürlich besonders dann auch die Entwicklungszusammenarbeit dann gefragt. Also sie soll jetzt dafür Sorge tragen, dass durch Wirtschaftsförderung, durch die Entwicklung von kleinen Unternehmen und so weiter Menschen dann möglichst da bleiben, wo sie jetzt schon sind. Und in diesem Zusammenhang haben wir auch einen ganz massiven Zuwachs erlebt in Deutschland im Bereich der Entwicklungshilfe. Die Zahlen haben sich, ich weiß nicht, um 50% nach oben erhöht. Und das ist natürlich dann auch etwas, was wir in dieser Form auch noch nicht so erlebt haben. Und wir sehen insbesondere auch jetzt ganz viele Initiativen, ganz viele Programme, die sich auf Afrika fokussieren. Ich glaube, in Deutschland haben wir noch nie so sehr, also vielleicht nicht mehr seit der Kolonialzeit, so sehr über Afrika diskutiert, wie wir es jetzt im Moment tun. Und da sehe ich dann durchaus auch, das ist ja ein französisch-deutsches Forum, natürlich auch in gewisser Weise dann auch Anknüpfungspunkte für deutsch-französische Initiativen. Merci là encore pour ce point de vue intéressant. Évidemment, l'Allemagne a été observée dans cette maison particulièrement et par le public que nous constituons aussi avec beaucoup d'intérêt, mais au plan européen de manière globale, la rupture avec
le système de Dublin qui a été consécutif à la décision de Mme Merkel de laisser arriver un certain nombre de réfugiés qui étaient passés par la route de l'Est sur la frontière allemande, avec ensuite la volonté de répartir ces migrants sur l'ensemble des pays de l'Union européenne, a été une des premières causes d'opposition politique entre les pays de l'Union européenne. Et à cet égard, il est évidemment extrêmement intéressant d'entendre les éléments d'information que vous avez pu nous donner. Vous avez insisté aussi sur l'instrumentalisation qu'il y a parfois par certains courants politiques de la question de la migration aussi, parce que lorsqu'on est finalement insatisfait sur beaucoup de points ou pas d'accord sur beaucoup d'autres, la question du rejet de l'étranger est souvent une manière simple sans doute, mais de rapprocher une certaine catégorie de population. Le troisième élément que vous avez abordé, nous allons y revenir dans un instant, c'est celui de la lutte contre les causes de ces migrations. Et notamment, vous avez évoqué à la fin de votre propos les conditions, et peut-être une action européenne commune est-elle possible, la question de l'aide au développement, une aide au développement qui a été prise très largement en charge dans des conditions diverses en raison de l'histoire particulière de chaque pays au niveau national et qui pourrait peut-être se développer au plan européen. Je vais me tourner enfin vers Madame Varin qui va également, je crois, sur ce point, développer une musique peut-être un peu différente et l'illustrer également par un PowerPoint que vous allez pouvoir suivre sur l'écran qui descend. Merci beaucoup. Merci pour cette invitation. Je vais en effet revenir sur les principaux résultats du rapport de recherche que j'ai coécrit et qui a été publié par le think tank du gouvernement néerlandais Klingendal. Donc plus spécifiquement, et donc je reviens à l'Afrique, comme Benjamin Schraven a conclu là-dessus, c'est aussi très bien. Donc mon propos est donc celui du rapport, et je vais essayer d'être assez succincte et de montrer quel est l'impact de la politique de l'Union européenne sur les routes du Sahara central. Bon, je sais pas comment enlever la petite colonne, donc je vais passer mes slides comme ça. Donc l'aspect majeur sur lequel je vais revenir est en fait oui, comment on peut enlever vous voyez, pour avoir juste bon, je sais pas. Ça serait c'est de revenir sur la politique d'externalisation des frontières qui a été mise en place par l'Union européenne. Je vais m'intéresser en particulier donc à ces routes du Sahara central et à 3 pays, le Niger, le Soudan et le Tchad, et voir quelle coopération justement est mise en place par l'Union européenne. Donc on a parlé donc de la crise dite des réfugiés qui date de l'été 2015. Cette politique d'externalisation lui est antérieure en fait. C'est une politique qui a commencé à être mise en place dès 2011, en fait au moment des printemps arabes. Je voulais peut-être revenir juste très rapidement sur la méthodologie de notre rapport. Il y a eu donc un travail de terrain effectué au Niger, un travail de terrain également effectué au Tchad, mais alors là par un chercheur tchadien, car mon co-auteur s'est fait expulser du pays pour un rapport qu'il avait écrit pour le think tank du Congrès américain. Donc les questions politiques sont toujours assez sensibles là-bas. Et au Soudan, en fait, le travail n'a pas pu être effectué sur le terrain pour des raisons politiques. Là aussi, ce sont des zones qui ne sont pas accessibles. Et donc là, le travail a été mené à l'issue de plusieurs dizaines d'entretiens avec des migrants arrivés à la fin de leur parcours migratoire, et donc différents traducteurs amhariques, tigrinya, de différentes ethnies du Darfour, donc en Four, en Zarawa, en arabe, en massalite. Donc je
voudrais donc revenir sur on a analysé donc les conséquences de cette politique. On voit que évidemment des États comme le Niger ou le Soudan ont intérêt en fait à coopérer avec l'Union européenne parce que ce sont des États qui traversent des crises économiques extrêmement importantes, qui ont un besoin criant de devises, et que justement cette politique d'externalisation leur permet d'être financés et en contrepartie donc d'effectuer ce travail de contrôle de leurs frontières. Donc tout d'abord, je voudrais revenir sur le Niger car c'est vraiment le pays qui est ça c'est le rapport que vous pouvez télécharger sur le site de Klingendal. Le Niger est le pays qui est le meilleur élève en fait de l'Union européenne. Pour vous donner juste quelques chiffres, en 2016, il y a eu un pic en fait de traversée de ce pays. C'est un pays de transit des migrants. 334 000 migrants y sont passés, selon les données de l'OIM, qui est l'Office international pour les migrations. Et c'est en 2016 justement que l'Union européenne a commencé à financer le Niger, donc 140 millions d'euros pour lui demander de contrôler ses frontières, un montant passé à 230 millions d'euros par le biais du Fonds fiduciaire d'urgence de l'Union européenne pour l'Afrique. Et entre contrepartie, si je puis dire, le Niger a promulgué une loi dès 2015, donc qui a été en fait effective en mai 2016, une loi chargée de lutter contre le trafic illégal de migrants. Alors la conséquence pratique en fait sur le terrain, c'est que Agadez, qui est au nord du Niger et qui est sur la route pour la Libye et qui est un hub de migrants, à Agadez, il y avait un convoi militaire qui partait toutes les semaines de Agadez et qui encadrait des pick-up, enfin comme je l'ai montré là dans mon petit, voilà, c'est-à-dire c'est exactement comme ça qu'ils voyagent dans le Sahara. Donc qui encadrait donc les migrants dans les pick-up et qui leur permettait d'aller jusqu'en Libye dans des zones très dangereuses en étant donc protégés des bandits et c'est aussi des zones où il y a des trafics de tout genre d'armes, on le sait, et évidemment drogue, tramadol aussi. Donc la conséquence de cette loi, c'est que ce convoi n'existe plus maintenant. Mais que évidemment la mobilité n'a pas cessé, que les routes sont toujours prises par les migrants, mais que c'est fait de façon officieuse, que ces routes sont plus longues, que ces routes sont plus dangereuses. La conséquence de cette loi, c'est aussi qu'elle a remis en cause en fait l'espace de libre circulation qu'est la CEDEAO. Donc cette organisation de 15 États d'Afrique de l'Ouest, qui est un petit peu, si je fais un parallèle européen, notre espace Schengen. Et il y a eu à la suite donc de cette loi des arrestations donc de passeurs, 282, des confiscations de voitures de passeurs. Cela a conduit à une criminalisation plus forte puisque, comme je le disais, ces routes existent toujours, mais qu'elles sont aux mains pour le coup de trafiquants, parfois même de trafiquants libyens qui viennent jusqu'au nord d'Agadez chercher les migrants. Donc je voulais aussi vous passer rapidement voilà ce petit graphique que l'on a fait en reprenant les données de l'OIM. Bon, c'est peut-être pas très lisible de loin, mais en tout cas, on a essayé de voir quelles étaient les conséquences sur les morts dans le Sahara de cette politique mise en place. Donc on s'est vraiment intéressé à à partir de 2015-2016 et on voit que ces morts sont en augmentation. Je voudrais venir sur le Soudan, deuxième pays très important de coopération de l'Union européenne. Dès 2016, il y a eu l'établissement d'un dialogue de haut niveau sur les migrations. Il y a eu la mise en place par l'Union européenne d'un programme régional chargé de lutter contre la migration irrégulière, appelé Better Migration Management. Et ce programme est administré, on en parle, enfin, Mercervan en parle un peu, par justement des structures des États
États membres et notamment la GIZ, donc l'agence de développement allemand, et des structures qui dépendent des ministères de l'Intérieur, italien, anglais, français, Civipol pour la France. Alors, ce choix de coopération avec le Soudan, qui est un pays très important en voie de transit, est un petit peu troublant parce que le gouvernement même du Soudan est responsable de déplacement de sa propre population. On compte 3,2 millions de déplacés internes, IDP, comme on dit, au Soudan, 800 000 réfugiés, et surtout c'est un pays en guerre civile. Donc 3 fronts au Soudan, donc le Darfour, que l'on connaît bien depuis 2003, donc la guerre au Darfour. Je voulais juste vous passer quelques photos. Là, ce sont des milices gouvernementales au nord Darfour. Les milices Janjaweed, qui commettent donc ces exactions au Darfour. Je reviendrai sur ces milices. Des rebelles, donc du nord Darfour. Il y a un deuxième front au Soudan, qui est le front donc du sud de Kordofan. Là aussi, je trouvais intéressant de revenir sur cette photo parce que on voit aussi donc les conséquences pour les populations civiles, et là notamment une victime de bombes incendiaires qui sont pourtant tout à fait illégales, et des déplacements de population aussi. Le troisième front de guerre civile au Soudan, c'est le Nil bleu. Alors qu'a fait le Soudan à partir du moment où cette coopération s'est mise en place avec l'Union européenne? Le gouvernement a décidé de déléguer les forces de soutien rapide pour contrôler les frontières. C'est un groupe paramilitaire qui est plus connu sous le nom de milices Janjaweed, donc celles-là même qui ont commis des exactions au Darfour. C'est un groupe un peu d'élite, un groupe très loyaliste au président Omar el-Béchir, qui je le rappelle doit comparaître devant la Cour pénale internationale pour crimes de guerre, crimes contre l'humanité et génocide au Darfour. Donc ces forces de soutien rapide sont sous le commandement de Hemeti, et c'est donc ce qui a été promu général, et c'est ce général à qui le gouvernement de Khartoum a délégué le contrôle des frontières. Mais l'un des principaux résultats de notre rapport a été de mettre en lumière le fait que certes, il y a un contrôle des migrants fait par ces milices de Hemeti, mais en fait, ces milices jouent un double jeu. Elles rançonnent également les migrants qui passent, et en fait elles sont devenues elles-mêmes passeurs. Donc les migrants sont embarqués dans des véhicules militaires conduits par les forces de soutien rapide, ou dans des camions qui sont escortés par ces forces de soutien rapide, et puis ces forces de soutien rapide ont des contacts directs avec les trafiquants libyens à qui ils les vendent, et donc là ces migrants sont soumis donc à des pratiques que l'on connaît, que l'on entend souvent dans les médias, à la fois d'esclavage et de travail forcé. Ces trafiquants sont à la fois des trafiquants libyens civils, mais également des milices proches du gouvernement d'accord national de Tripoli, de Sarraj, et de l'armée de libération du maréchal Haftar. Troisième point je voulais vous montrer cette carte. Donc c'est toutes ces zones, justement ces routes de commerce, ces routes justement de migration qui évoluent, et je vais y revenir justement parce que c'est assez impossible de bloquer la mobilité. Donc en fait les routes existent, les routes en fait deviennent plus nombreuses, plus importantes, et ces routes aussi, à partir du moment où il y a des fermetures, elles se déplacent. Et c'est pourquoi j'en arrive au Tchad, qui n'est pas considéré par l'Union européenne pour le moment comme un pays de transit, mais en fait qui le devient, parce que les routes du Niger sont bloquées, parce que les routes du Soudan sont aussi en voie de blocage, et donc du coup la route maintenant passe par le Darfour et par la ville frontalière de Tina. Il y a une autre explication aussi. Donc la première explication, et qui est la plus forte, c'est parce que il y a une tentative de blocage des frontières, et la deuxième, c'est qu'il y a depuis 2012 dans le Sahara une ruée vers l'or, des
beaucoup de mines d'or ont été découvertes, et en particulier à la frontière du Tchad et de la Libye, il y a une énorme mine d'or qui s'appelle Kouri-Bougoudi, et donc les migrants empruntent cette route et se confondent avec les orpailleurs. Pourquoi ? Parce que parfois, en fait, ça leur permet de voyager sans argent, mais de rembourser leurs dettes en arrivant à la mine. Parfois, ils peuvent avoir de l'argent, revenir chez eux. Parfois, ils peuvent creuser, avoir de l'or et pour continuer leur trajet jusqu'à la Libye et jusqu'à l'Europe. En tout cas, le Tchad entend montrer qu'il est aussi possiblement un bon élève de l'Union européenne, parce qu'il recherche aussi ces financements possibles. Et d'ailleurs, la DG Home, qui est la DG Migration de la Commission européenne, commence à s'y intéresser. Alors, en conclusion, quelques petits points, juste. La politique migratoire mise en place par l'Union européenne, mais l'Union européenne dans une position délicate sur cette question justement de coopération avec des États dictatoriaux. Cette politique, on l'a vu, d'externalisation des frontières, renforce le pouvoir des milices et change le narratif aussi de certains États comme le Soudan, qui apparaissent comme plus légitimes alors qu'ils sont soumis, qui sont au banc de la communauté internationale. Je rappelais la condamnation de Omar El-Béchir. Sur les migrants eux-mêmes, il y a une mise en danger de la route, de leur vie. Il y a une cherté aussi de la route, et puis on les met dans les mains de réseaux plus criminels. Sur justement, est-ce que, pour juste terminer cette question, est-ce que cette politique migratoire va ou divise l'Europe? J'allais dire, elle la divise. Vraiment, elle la divise parce qu'on parlait donc du règlement de Dublin qui est considéré comme injuste avec ces pays de première entrée, et qui et la Grèce, l'Italie, l'Espagne refusent de porter le poids de l'arrivée des migrants. Elle divise l'Europe parce que les pays, notamment de Visegrad, sont et leur démocratie illibérale sont pour la conservation d'une société homogène, et n'ont pas voulu, par exemple, participer pour deux d'entre eux au plan de répartition des migrants. Et puis, j'allais dire, et je pense que c'est aussi grave parce que on est dans une situation aussi, on est à 6 mois d'élections européennes qui, je pense, sont importantes. La politique migratoire divise les sociétés civiles européennes très fortement. C'est une question, et je pense que je le verrai dans les questions, et je m'en réjouis, mais c'est une question politique, c'est une question émotionnelle aussi, parce que c'est d'abord une question humaine, et c'est une question qui clive fortement et qui fracture nos sociétés. Bien, vous avez eu le grand mérite de nous rappeler ce qui souvent nous échappe, c'est la grande réalité des situations auxquelles sont confrontées ces populations de migrants. Les migrations, nous les abordons souvent comme un élément de discours politique brandi par les uns ou les autres, par M. Salvini, par Mme Wagenknecht ou Mme Weidel en Allemagne, par M. Trump également aux États-Unis, pour créer un danger qu'ils seraient les seuls à pouvoir dont ils seraient les seuls à pouvoir protéger les populations. On voit ça à travers des chiffres, à travers des traités. Et là, vous nous montrez la réalité de la situation, tellement différente de celle dans laquelle nous vivons. Et les migrants sont un petit peu le passage entre nos sociétés stables et puis des cadres à la fois politiques et économiques, évidemment, extrêmement différents. Le Soudan, dont vous avez parlé, l'illustre parfaitement bien. Je voudrais faire rapidement un second tour de table pour permettre à chacun éventuellement de reprendre la parole sur tel ou tel point de ce qui a pu être dit et qui lui semblerait devoir être peut-être parfois nuancé. Je voudrais donc me tourner de nouveau vers Monsieur le préfet Leski en reprenant un des thèmes que vous avez abordé, qui est celui de
de l'intégration. Parce qu'en effet, quelle que soit la manière dont on peut trouver justifier ou au contraire percevoir comme un danger l'arrivée d'un certain nombre de migrants dans nos frontières, la question se pose effectivement aussi que cela ne déstabilise pas nos propres sociétés. Si elles sont désirables, c'est aussi parce qu'elles sont stables au plan économique, au plan social, au plan politique dans une certaine mesure, même si on parle de la crise migratoire, de la crise de l'Europe, nous sommes tout de même dans un cadre très stable. Et évidemment, une des craintes qui est souvent agitée, c'est que l'afflux de ces populations ne vienne remettre en cause les équilibres auxquels progressivement nous sommes parvenus. Vous avez beaucoup travaillé sur la question de la laïcité, qui est aussi souvent un point d'entrée intéressant qui permet de voir de quelle manière des populations qui ont vis-à-vis de la religion notamment un rapport assez différent arrivent à vivre ensemble. Et puis la question pour laquelle je voudrais la compléter, est-ce que véritablement il y a un problème d'intégration aussi important qu'on le dit souvent? Je pense, et je reviendrai vers M. Schraven tout à l'heure, on a dit que bien, l'intégration ne se passait pas aussi simplement qu'on l'aurait souhaité, mais enfin le grand afflux en Allemagne date d'il y a 3 ans. Alors une intégration en 3 ans, quoi qu'on fasse, quoi qu'on veuille et quoi qu'on dise, c'est tout de même extrêmement rapide. Donc il y a des problèmes ici et là, c'est sans doute probable, mais il faut voir ça sur un temps un peu plus long. Peut-être. Sans doute, et vous avez parfaitement raison, l'intégration c'est un processus de longue durée. Et ce qu'on peut dire en ce qui concerne la France, c'est que il y a eu un processus d'intégration et il faut à chaque fois le rappeler. Une fois dit ça, il faut aussi dire que les difficultés que nous avons, c'est les difficultés d'intégration d'une marge de plus en plus importante de personnes qui viennent et qui ont du mal à s'intégrer pour différentes raisons. D'abord, comme je l'ai expliqué, parce qu'elles peuvent venir de pays qui ont été profondément déstructurés et donc elles n'ont pas les capacités à accéder très vite enfin, ou même plus ou moins vite à l'autonomie, en particulier dans une société comme la France, mais qui est le cas aussi dans d'autres sociétés européennes où les emplois, par exemple, peu qualifiés ou pas qualifiés, disparaissent progressivement, et où on a nous-mêmes des propres éléments de crise qui étaient déjà présents indépendamment de la venue de ces personnes. On peut penser par exemple aux difficultés qu'a une partie du système scolaire à prendre en charge déjà ceux qui sont ici et qui sont nés ici et qu'ils soient ou non issus des précédentes vagues d'immigration. Mais une fois dit cela, parce que tout ça on le sait, je crois qu'il faut aussi dire autre chose, c'est que le problème de l'intégration n'est pas simplement un problème social. Il est aussi lié au fait que l'écart entre les sociétés d'émigration et d'immigration sur ces 30 ou 40 ou 50 dernières années n'a cessé de s'agrandir. Et y compris avec des sociétés qui nous étaient historiquement très proches, avec lesquelles nous avons beaucoup partagé et qui, au début des années 80, ont connu des basculements internes, des processus de basculement interne qui les ont de plus en plus éloignés de nous. Je pense par exemple à l'Algérie ou au Maroc, on a arrêté l'enseignement du français, on a introduit dans le droit civil des éléments de droit religieux, mais globalement, c'est l'écart qui s'est progressivement agrandi avec le monde arabo-musulman et qui a été accentué par l'effondrement dans ces pays, concomitant plus ou moins avec nos propres pays des pensées laïques. Et on a vu la disparition de courants, de sociétés, de classes moyennes qui pouvaient être irriguées par autre chose que le refus de l'altérité prononcée, exécutée, soit par le droit, soit par des comportements collectifs dont on peut voir les impacts, par exemple dans le drame que vit cette femme pakistanaise, Asia Bibi, et le type de réaction que ça peut avoir au sein de la société pakistanaise. Et ces mouvements d'écart, il est d'autant plus problématique qu'ici même les structures traditionnelles, enfin qui ont été pendant longtemps au XXe siècle, des éléments d'intégration se sont aussi effondrés.
c'est la disparition progressive de ce qu'on appelait le mouvement ouvrier, avec ses partis, ses organisations syndicales. Dans les années 60, 80% des travailleurs algériens étaient syndiqués à la CGT. Et du reste, on voit l'évolution sémantique, puisqu'on ne parle plus de travailleurs immigrés, mais de temps en temps, on parle dans la presse et dans le débat public de musulmans, sans exactement les renvoyer à une utilité sociale à la fois pour eux et puis pour l'ensemble de la collectivité, puisque c'est une dénomination qui n'a plus rien à voir avec de l'utilité sociale, mais plutôt avec une pensée. Donc ça s'est effondré. On peut penser au christianisme social, la capacité par exemple qu'avait la Mission de France, des organisations comme la Jeunesse ouvrière chrétienne à encadrer les apprentis, à les amener et à avoir des processus collectifs qui pouvaient en même temps intégrer ceux qui arrivaient. S'ajoute que dans les vagues, les personnes qui arrivent en migration, à l'interne, on a eu une transformation aussi. Les Espagnols qui sont arrivés en France après la guerre civile étaient sans doute moralement défaits. Mais ils avaient quand même des modes de structuration interne qui permettaient une conflictualité sociale qui pouvait amener aussi à des processus d'intégration. On peut parler, bien sûr, j'ai parlé de l'immigration algérienne, on a pu avoir dans l'immigration marocaine aussi des formes de structuration conflictuelle mais laïque, les Iraniens encore au début des années 80, et tout ça aussi participe des difficultés qu'on connaît, puisque dans l'ensemble de ces sociétés, là encore, pour celles qui arrivent aujourd'hui, on a un effondrement. Le Yémen d'aujourd'hui n'est pas le Yémen des années 50 et 60, avec une variété de populations. Et bien évidemment, quand on parle du Soudan, on a l'impact progressif de l'influence, je dirais, des pays voisins qui ont accentué la dimension religieuse de ces pays, excluant les chrétiens ou toutes les minorités, etc. L'Afghanistan, j'ai pas besoin d'en parler. Et donc, c'est d'autant plus important. Et du reste, je dirais deux choses pour terminer, pour peut-être un rebond. Je suis pas sûr qu'il y ait une politique européenne commune, parce que je suis pas sûr qu'il y ait une Europe. Et en particulier sur cette question migratoire. Je pense que là, on est dans un vocabulaire qui pour se faire plaisir, mais en réalité, ça n'existe plus. Si tant est que y ait quelque chose qui est totalement existé, avec en particulier les pays, les derniers pays entrants, en tout cas sur le plan, comme on dit souvent, des valeurs ou de la solidarité. Et puis la deuxième chose, c'est l'impact qu'a eu malgré tout. Et qu'on voit dans la manière dont se passe le débat public vis-à-vis de ces pays, qu'a eu, je dirais, mais peut-être parce que je suis ici, mais l'impact de la chute du mur de Berlin, au sens où, dans les années d'avant, il existait une critique politique et sociale des élites des pays du Sud, liée à l'ensemble de la configuration et au fait que, bien évidemment, cette critique politique et sociale était utilisée par le bloc de l'Est pour remettre en cause les zones d'influence des pays de l'Ouest. Mais aujourd'hui, quand on parle du Maroc, quand on parle du Congo, quand on parle des pays de l'Afrique de l'Ouest, on parle de pays qui ont des richesses internes, mais on est dans une sorte de débat public où on a affaissé la critique vis-à-vis des élites de ces pays, comme si, d'une certaine manière, on ne pouvait pas faire autrement que de dire, bah oui, c'est comme ça, et la seule chose qu'on puisse faire, c'est d'accueillir ceux qui fuient ces dictatures, qui fuient ces prévaricateurs, etc. Et là, il y a quelque chose sans doute à essayer de réactiver, qui est de dire qu'il y a un discours de responsabilisation à avoir vis-à-vis de dirigeants qui ne peuvent pas simplement passer leur temps à Paris dans des appartements qu'ils achètent dans les zones les plus riches de Paris, et qui refusent de s'occuper vraiment des populations dont ils sont censés être les représentants. Et là, il y a quelque chose aussi à réactiver, parce que sinon, on est simplement dans l'idée qu'on va gérer les corps et on va les accueillir avec cette idée que de toute façon, on est suffisamment riche pour accueillir tous ceux qui sont dans une situation difficile.
Alors effectivement, une radicalisation dans les pays avec lesquels nous sommes en contact et d'où viennent ces populations, une radicalisation, il faut le dire aussi, de nos propres sociétés qui sont effectivement aujourd'hui beaucoup moins ouvertes, beaucoup plus crispées sur la question de l'accueil des étrangers. Ça devient un thème politique tout de même un peu porteur de ces partis populistes qui sont à l'œuvre dans beaucoup de pays. Donc une crispation peut-être des deux côtés, alors qui rend la chose un peu plus compliquée. Je suis pas convaincu par ce que vous dites. En tout cas, en ce qui concerne la société française, je rappelle que dans les années 70, on avait régulièrement des foyers de travailleurs migrants qui étaient attaqués, avec des incendies célèbres, des ratonnades à Marseille, etc. Et qu'aujourd'hui, malgré tout, et malgré même les chocs terribles qu'a subi cette société, on n'a pas eu d'éléments comparables. Hein. Ne serait-ce que sur le plan symbolique, assassiner un prêtre dans une église au nom d'une autre conception de Dieu, on n'a pas fait ça en France depuis les massacres entre catholiques et protestants. Bon, ça n'a pas entraîné dans un quelconque secteur de la société une réaction violente. Et en ce qui concerne l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui gère 92 000 logements, lieux d'hébergement dispersés dans des centaines de lieux, on n'a pas eu un seul incident. Je rappelle même que tout de suite après les attentats, on a eu une baisse des actes anti-musulmans en France. Donc je ne crois pas qu'on puisse dire qu'il y ait une crispation sociétale, qu'il y ait une instrumentalisation politique de la chose, indéniablement. Mais heureusement, en tout cas en ce qui concerne la France, on n'a pas de passage à l'acte qui marquerait une crispation comme on a eu, et je le rappelle, dans les années 70, avec des drames extrêmement lourds contre des travailleurs migrants. Il est vrai que la France, pour l'instant, est un pôle de stabilité parmi les pays européens au plan politique. Alors qu'en est-il en Allemagne, où il semble que l'évolution sur ce sujet et les exactions contre les hébergements d'immigrés ont été retracées par la presse internationale un certain nombre de moments. Il est vrai que, et vous l'avez rappelé tout à l'heure, la société française est une société qui connaît l'immigration depuis très nombreuses années. Ça n'est pas le cas de la société italienne, ça n'est pas le cas de la société allemande. Alors je me tourne vers notre camarade et notre collègue allemand, peut-être pour évoquer de son point de vue de quelle manière ces questions migratoires ont pu transformer la société allemande, les partis politiques allemands. Cela est extrêmement important aussi dans le cadre européen global, puisque la réforme que parfois on appelle de ses voeux du traité de Dublin semble bien malaisée à obtenir, car en effet, si les Italiens ou les Grecs ou les Espagnols peuvent avoir un intérêt effectivement à ce que le traité de Dublin évolue et qu'une répartition des arrivants puisse être opérée dans l'ensemble des pays de l'Union, c'est pas absolument l'intérêt de l'Allemagne que de réformer le traité de Dublin, pardon. Au contraire, c'est un traité qui est relativement protecteur des frontières des États qui ne sont pas en première ligne. Et les partis politiques allemands, évidemment, jouent aussi à travers leur position propre sur cette question. Comment voyez-vous les choses ? Ja, ich habe ja eben schon versucht anzudeuten, dass Deutschland sich lange schwer getan hat mit diesem Thema Migration und Einwanderung und wir im Prinzip ja erst so seit den 1990er, seit den 2000er Jahren auch überhaupt darüber diskutiert haben, was bedeutet eigentlich Zuwanderung für unsere Gesellschaft, was bedeutet Integration, was bedeutet Integrationspolitik, was können wir in diesem Bereich machen. Und in der Tat, ja, es hat entsetzliche Dinge gegeben, Angriffe auf Flüchtlingsheime, auch schon in den 90er Jahren. Also das ist ja auch, muss man sagen, leider keine Sache, die es jetzt seit 2015 gegeben hat. Das hat es ja auch schon Anfang der 1990er Jahre gegeben, als auch zum ersten Mal sehr viele Flüchtlinge, vor allem seinerzeit im Kontext der Jugoslawienkriege, nach Deutschland gekommen sind.
Und ich glaube, das hat durchaus etwas damit zu tun, auch also diese Gegenbewegung, die es seinerzeit schon gegeben hat, Initiativen der Bundesliga. Mein Freund ist ein Ausländer. Wir reden jetzt auch mal darüber, was heißt eigentlich das Zusammenleben von Menschen verschiedener Kulturen, dass dieser ganze Integrationsdiskurs auch so ein bisschen dann auch entstanden ist. Und ein bisschen hat mich das dann auch 2015, als so diese Stimmung etwas kippte, dann auch etwas auch wieder an die 1990er Jahre erinnert. Und ich muss sagen, das Positive ist eigentlich derzeit, dass es langsam auch nicht mehr so wirklich verfängt, wenn jemand versucht, durch eine gewisse Fremdenfeindlichkeit dann auch Stimmung zu machen. Wir erleben derzeit, ich weiß nicht, ich habe die Diskussion in Frankreich nicht verfolgt, aber derzeit gibt es durchaus eine erregte Debatte auch im Bundestag über den sogenannten UN-Migrationspakt. Da hat die rechtspopulistische AfD versucht, Stimmung zu machen. Kleine Teile von Angela Merkels CDU versuchen jetzt auch nochmal das Thema nochmal ein bisschen für sich gewinnbend einzusetzen. Aber man merkt, es verfängt nicht so wirklich. Und langsam habe ich auch den Eindruck, bewegen uns auch, ich habe es eben auch schon erwähnt, mit so etwas wie dem Fachkräfteeinwanderungsgesetz hin zu einer etwas positiveren Gestaltung, dann auch von Zuwanderung, von Integration, weil wir auch erleben, so schlecht ist es in der Vergangenheit auch nicht gelaufen, auch jetzt seit 2015. Ich weiß den genauen Prozentsatz jetzt nicht, aber die Geflüchteten, die 2015, 2016 nach Deutschland gekommen sind und seitdem in Deutschland leben, das sind unheimlich viele ja auch tatsächlich dann in eine wirkliche Lohnbeschäftigung gekommen oder zumindest auch in Qualifizierungsmaßnahmen. Und ich sehe das ja auch bei mir vor Ort. Also man hat mittlerweile, der junge Syrer zum Beispiel, macht jetzt eine Ausbildung zum Bauzeichner oder eine Ausbildung zum Kfz-Schlosser und grüßt mich dann mittlerweile ziemlich fließend in Deutsch. Also es gibt schon auch diese kleinen Erfolgsgeschichten. Und wie gesagt, diese Versuche, jetzt im politischen Diskurs dann Stimmung zu machen, die es auch von links gibt. Also Sie hatten eben auch Frau Wagenknecht mit ihrer Aufstehen, dieser ja etwas nebulösen linken Sammelbewegung erwähnt. Auch da hat es mal ja so fremdenfeindliche, migrantenfeindliche Einklänge gegeben, aber es verfängt nicht mehr so wirklich, habe ich den Eindruck. Und für mich ist es dann durchaus auch ein positives Signal, was ich jetzt nicht als persönliches politisches Statement werden will, aber wir haben in Deutschland immer auch diese Sonntagsfrage. Die AfD verliert und die zweitstärkste Kraft sind mittlerweile direkt nach Angela Merkels CDU die Grünen, die ja seit jeher migrationsfreundlich sind und die insgesamt natürlich dann auch politische Themen, sich auf politische Themen fokussieren, die im Prinzip für alle Rechtspopulisten dieser Welt eine Provokation darstellen. Also die im Prinzip ja auch, wenn man so will, das Feindbild bedienen dieser globalistischen, abgehobenen Elite, die im Prinzip nicht mehr die wirklichen Probleme der Menschen ansprechen. Also von daher, ich sehe es nicht nur negativ. Also ich sehe, vielleicht ist es ein bisschen zu optimistisch, aber ich sehe durchaus auch hier gewisse positive Tendenzen. Merci beaucoup. Il faut rappeler qu'effectivement, la population allemande, de manière générale, a continué de soutenir cette politique, même si on a essayé. Ça n'a pas d'ailleurs porté beaucoup de fruits, notamment la CSU n'y a pas gagné beaucoup. C'est plutôt les Verts, vous l'avez rappelé, qui ont obtenu le plus grand gain électoral dans les dernières élections. Yeah. De fait, il faut faire la part des choses et ce que la presse met en évidence. Madame Varin, je reviens vers vous. Vous avez ouvert le paysage très loin. La question qu'on se pose, c'est justement dans ces sociétés lointaines et qui sont l'autre côté de la migration. On migre toujours d'un endroit vers un autre, n'est-ce pas ? Nous voyons le point d'aboutissement, mais qui est d'ailleurs pas l'unique. Hein. Encore une fois, tous les migrants qui viennent de ces zones de conflit, finalement assez peu arrivent en Europe. Beaucoup mettent en œuvre une
d'immigration locale dans un pays voisin, dans des camps de réfugiés. On l'a vu beaucoup en Syrie. La plupart des Syriens, c'est pas en Europe qu'ils sont, hein, c'est au Liban d'abord, et en Turquie pour une large part. Mais quelle est la perception qu'on a dans ces pays de l'évolution des choses en Europe? Parce qu'on s'est rendu compte, et je crois que ça a été un élément un peu d'étonnement au moment où les réfugiés syriens sont arrivés en Europe, qu'ils savaient très bien dans quel pays ils voulaient aller. Ils voulaient aller en Allemagne, certainement pas en France, ils voulaient aller en Suède. Et donc ils étaient avec les téléphones portables, avec Internet, avec tous ces moyens de communication qui sont très répandus aussi dans des pays en voie de développement, qui ont sauté l'étape nous sommes arrivés à l'ordinateur par le Minitel, comme chacun sait en France. Beaucoup sont arrivés dans ces pays directement au téléphone, qui est un moyen de communication absolument extraordinaire. Alors quel est le degré d'information? Quel est le degré de renseignement qu'on a? Est-ce que vous avez, dans le cadre de votre étude, essayé auprès des populations avec lesquelles vous avez été en contact d'examiner ce point de vue? Donc c'était pas le propos de notre recherche. Donc ce sont pas des questions que nous leur avons posées en tant que telles. Ce qui est sûr, si je le dis de façon un petit peu générale, c'est que demeure un fort attrait. Je pense notamment aux populations de la Corne de l'Afrique et du Soudan, un fort attrait du Royaume-Uni. Malgré évidemment le Brexit, enfin bon, et on le voit encore en France avec cette volonté on le voit fréquemment, hein, de monter dans des camions, enfin il y a encore cette volonté de partir là-bas, et ça c'est évidemment lié à une des langues qu'ils maîtrisent et qui est l'anglais. L'Allemagne aussi demeure un pays qui les attire, parce que en fait évidemment aujourd'hui la communauté, même si on vient d'un milieu vraiment défavorisé, hein, et parfois sans études, aujourd'hui si on peut avoir un téléphone, il faut voir en Afrique, c'est incroyable la communauté WhatsApp. C'est-à-dire que les échanges sont absolument continuels, quoi. Donc donc on se donne des informations, notamment sur l'accueil. Alors, mais bien sûr, je tiens à saluer l'Allemagne, parce que s'il y a un pays de l'Union européenne qui a une politique d'État en matière d'accueil et d'intégration, c'est l'Allemagne. Donc, et évidemment que les migrants le savent, sont des gens très bien informés et qui veulent le meilleur, qui veulent un avenir. Et on peut le concevoir de façon humaine, évidemment. Donc après, en France, on a un délégué interministériel, hein, le préfet Alain Régnier à l'intégration, mais on a une politique qui, par rapport à l'Allemagne, est encore vraiment balbutiante sur ces questions. Et c'est vrai que pour l'instant, même si on a évidemment des places, mais en termes d'accueil, si on est parisien, comme c'est mon cas, il y a énormément de campements sauvages, porte de la Chapelle, à Stalingrad, à côté de République, et dans divers quartiers de Paris. Donc je parlais avec quelqu'un de l'ambassade d'Allemagne il n'y a pas longtemps. Ça horrifie un Allemand de voir ça et de penser que dans un pays européen ça puisse exister. Donc, mais ça existe, et c'est en France. Et on a même vu que dans des cas récents là de démantèlement de campements sauvages, je pense notamment au canal Saint-Denis, 10% des migrants qui ont été évacués avaient le statut de réfugiés. Donc il y a encore, on a encore un problème, en effet, si là j'en viens à l'accueil et à l'intégration, oui, on a encore du travail à faire. Très bien. Eh bien, je crois que nous avons fait le tour de points qui peuvent évidemment encore être approfondis et discutés, car on peut offrir un hébergement à un réfugié à Dijon, mais s'il a envie de rester à Paris, évidemment, il restera à Paris. Donc c'est un peu une question là aussi très, très compliquée. Mais je crois que le public sans doute aura aussi des questions à poser. Je vous engage donc à prendre la parole éventuellement. Monsieur. Alors, on va y aller progressivement si vous le voulez bien, parce que je ne connais pas les noms de chacun, donc je ne peux pas noter de liste. Donc je vous prierai de relever la main un peu tout à l'heure pour que je puisse... Voilà. Catoire, ex-diplomate allemand, et j'ai dû gérer beaucoup de crises. Simplement, j'avais une question, d'abord pour Monsieur Schraven. Sie sprechen von Flüchtlingskrise 2015. Wenn wir nur die Zahlen nehmen
von 1950 bis 2015 kommen wir auf 30 Millionen Flüchtlinge in Deutschland. Und dann haben wir in einem Jahr 3% davon. Und kann man dann von einer Krise sprechen oder müssen wir von einer Dauerkrise seit 1950 sprechen? Für Herrn Leski, vous voyez, en 1975, on avait la première grande vague du tiers-monde vers l'Allemagne. Il y avait quelques 200 000 Pakistanais, etc., qui sont venus par Berlin, par la gare de Friedrichstraße et ensuite, etc. À l'époque, on ne voulait pas en parler. Est-ce que vous pouvez me dire quel pourcentage la France a pris de ces Pakistanais à l'époque et si la France a participé? Parce que quelques années après, moi j'avais des discussions avec un ministre de l'Intérieur qui s'appelait Charles Pasqua, et chaque fois qu'on soulevait la question burden sharing, il faisait comme si c'était un mot anglais que la France ne connaissait pas. Ja, Sie haben recht. Man sollte bei dieser Begrifflichkeit Flüchtlingskrise vorsichtig sein. Also normalerweise sage ich dann auch immer die sogenannte Flüchtlingskrise, weil dieser Begriff natürlich auch suggeriert, dass die Flüchtlinge das Problem seien, die jetzt eine Krise hervorgerufen haben. Aber eigentlich, wenn wir ehrlich sind, uns die spezifische Situation von 2015 ansehen, die Zustände in den Lagern im Libanon, in der Türkei und so weiter. Und es hat ja schon im Vorfeld riesige Probleme gegeben. Das Welternährungsprogramm musste die Rationen kürzen. UNHCR hatte riesige Probleme. Und das war die eigentliche Krise. Im Prinzip ist die Flüchtlingskrise, jedenfalls diese spezifische Situation von 2014, 2015, eigentlich eine Krise gewesen des globalen humanitären Systems. Und von daher gebe ich Ihnen vollkommen recht. Wir sollten nicht suggerieren, dass es jetzt die Menschen waren, die sich auf den Weg gemacht haben, über die Türkei, über den Balkan in Richtung Mitteleuropa, die jetzt hier diese Krise hervorgerufen hätten. Im Prinzip war es eine Krise der globalen Gemeinschaft und neben dem humanitären System natürlich auch eine, wenn Sie so wollen, Sie sind ja vom Fach, eine Krise auch der internationalen Diplomatie, die es ja nicht geschafft hat, bis heute nicht geschafft hat, wirklich, oder auch der internationalen Sicherheitspolitik, die es nicht geschafft hat, langanhaltende Konflikte wie den in Syrien wirklich zu befrieden, wirklich zu lösen. Oui, monsieur, je répondrai deux choses. D'abord, comme je l'ai dit tout à l'heure, la France est un très vieux pays d'immigration. Hein. Mais oui, mais pas à la même proportion et pas de la même manière. Hein, et pas avec les mêmes populations, comme le rappelait tout à l'heure mon voisin de droite. L'immigration algérienne, c'est plus d'un siècle d'immigration en France. Hein. Et comme je vous l'ai dit, le quart de la population française à la deuxième génération a un lien direct avec l'immigration, mais c'est pas ce n'est pas la seule situation en Europe, je suis d'accord. En 1975, je ne connais pas le problème des Pakistanais. Ce que je sais, c'est que la France a à ce moment-là accueilli des dizaines de milliers d'Indo-Chinois et qui ont profondément, du reste, modifié le paysage parisien dans le 19e, le 20e arrondissement, le 13e arrondissement de Paris, avec justement des ponts aériens qui ont été faits à partir de la Thaïlande pour que les personnes arrivent jusqu'en France, vietnamiens et autres, et parce que du reste nous avions des liens culturels très anciens avec cette zone. Et j'en arrive par là, c'est-à-dire que ça ne se joue pas en termes de je prends. Hein, c'est une vision utilitaire des gens qui
qui ne rend pas hommage à leur intelligence. C'est-à-dire que les personnes pensent et choisissent, comme ça a été dit, en fonction de ce qu'elles pensent être leur intérêt, parce que d'une certaine manière, leur capital, c'est d'abord eux-mêmes, et ils essayent de voir où, en fonction de ce qu'ils pensent être, ils peuvent le mieux investir cela. Et donc les Pakistanais, même si aujourd'hui par exemple en Seine-Saint-Denis la communauté pakistanaise est une des premières communautés immigrées du département, les Pakistanais historiquement ne sont pas d'abord venus en France mais d'abord dans les pays de langue anglaise, comme on le sait, enfin en Angleterre en l'occurrence, et sans doute aussi un peu manifestement en Allemagne, mais je crois que le terme appris, si vous disiez ça à Charles Pasqua, il pouvait peut-être l'entendre, mais je crois qu'il est pas approprié. Merci. Moi, la question que je voudrais poser concerne en fait une vision de solidarité mondiale. Et il y a une association en Angleterre qui a choisi son titre, c'est les réfugiés comme les reconstructeurs de leur pays d'origine. Et j'aimerais savoir s'il y a d'autres initiatives de ce genre quelque part en Europe ou en France ou en Allemagne, parce que pour moi, c'est vraiment la vision qu'il nous faut, de se dire on ne va pas accueillir toute la misère du monde, on va l'accueillir, mais parce qu'on a besoin de reconstruire leur pays d'origine avec eux. C'est eux qui ont les idées des solutions dont ils ont besoin, et nous, on peut être un appui. Voilà une toute autre vision de la gestion de la migration dans nos pays d'Europe sur laquelle j'aimerais bien que vous puissiez vous exprimer. Écoutez, effectivement, c'est une réflexion qu'on essaie de développer de plus en plus. D'abord parce qu'il y a des pays où on a commencé à le faire. L'OFI, par exemple, a un travail avec une fondation pour l'électrification de l'Afrique où on a la mise en place de centres de formation pour après permettre aux personnes qui souhaitent retourner participer à l'électrification de certaines zones. On le fait sur 3 pays, le Mali, le Sénégal et le Cameroun. On a aussi des réflexions à avoir sur le type de formation qu'on peut offrir. Je vais aller prochainement avec Xavier Emmanueli au Liban, où il y a des expériences très intéressantes justement de préparation d'une certaine manière à l'idée de la reconstruction de la Syrie, avec la mise en place de programmes spécifiques de formation pour aider et orienter ceux qui le souhaitent vers l'idée de reconstruire leur pays. Voilà. Parfois, ça se heurte malgré tout aux élites locales, comme je l'ai dit, dans certains pays. L'OFI est en charge aussi de l'aide au retour volontaire. Cette année, ça va être plus de 10 000 personnes, avec des opérations, je dirais, de micro-développement, puisqu'on peut aider jusqu'à hauteur de 10 000 € les personnes à mettre en place une activité dans les pays de retour, là où l'OFI est directement opérateur, c'est-à-dire la zone de l'Afrique de l'Ouest et le Maroc et la Tunisie. Voilà. Juste pour rebondir sur ce que vient de dire Monsieur le Préfet, l'un des problèmes aujourd'hui sur la difficulté des routes, c'est que en fait les migrants s'endettent de plus en plus. L'ancien émissaire aux questions de migration de l'ONU, Peter Sutherland, expliquait que justement le fait qu'aujourd'hui, j'allais dire, le tarif d'un trajet migratoire correspond à une first class New Delhi-Paris, et je peux vous donner des chiffres si vous voulez du poids de la dette qu'ont les migrants au terme de leur parcours migratoire au fil de ces routes longues et des trafiquants avec lesquels ils sont, des rançons qu'ils doivent payer. Donc en fait, cette question-là, enfin, si c'est celle des migrants, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Il faut déjà qu'ils remboursent leurs dettes en travaillant ici. Évidemment, s'ils sont ils arrivent à être dans ce parcours d'intégration, mais qui est lent, bien sûr, Monsieur Schraven l'a dit, et surtout qui prend des années. Enfin, juste pour vous prendre un exemple, un Érythréen que
j'ai rencontrés, parce que bizarrement les migrants de la Corne de l'Afrique, ce sont ceux auxquels on demande le plus d'argent. Moi qui ai vécu en Éthiopie, je trouve ça un petit peu étonnant quand on voit comment vit la population là-bas, mais et on leur demande, les rançons sont en dollars pour eux, et lui par exemple avait 13 000 $ de dette à son arrivée à Paris. Ja, vielleicht noch mal ganz kurz zu dieser Frage dieser Rückkehrerprogramme, dieser Rückkehrerförderung. Das gibt's in Deutschland, in der deutschen Entwicklungszusammenarbeit, ich glaube auch schon teilweise seit den 80er Jahren. Und jetzt in den letzten Jahren hat man das nochmal massiv ausgeweitet. Hat da auch entsprechende Zentren unter anderem in Ghana. Also ich arbeite selber vor allem im anglophonen Westafrika. Das wäre mein Französisch auch besser. Und in Nordafrika hat man diese Zentren auch eingerichtet. Ich glaube, diese Hoffnung, die man darin setzt, jetzt möglichst viele mit entsprechenden Anreizen dazu zu überreden, in ihre Heimat zurückzukehren, das wird dann doch ein bisschen überschätzt. Aus Sicht der Entwicklungsforschung wäre es eigentlich viel, viel sinnvoller, zu überlegen, das ist schwierig im gegenwärtigen politischen Klima, aber was sinnvoller wäre in der Tat eigentlich eher zu überlegen, wie könnten wir Migrationsprogramme, Migrationswege finden, die ein Stück weit auch eine zirkuläre Migration erlauben. Weil jetzt setzt das System eher darauf zu sagen, nun gut, wir geben dem jungen Mann, der jungen Frau da was in die Hand, sprechen vielleicht mit potenziellen Arbeitgebern im Herkunftsland, richten einen Arbeitsplatz ein oder was auch immer. Also diese Programme sind ja auch sehr vielfältig in diesem Bereich. Und dann kehrt er zurück und bleibt dann da. Aber was mir eigentlich auch aus entwicklungspolitischer Sicht viel sinnvoller wäre, Zirkulation zuzulassen. Also wenn jemand zurückkehren möchte und wirklich vielleicht in seinem Herkunftsland, wenn er eine Perspektive sieht, wunderbar. Wenn er nicht zurechtkommt, sollte man ihm durchaus die Möglichkeit einräumen, es vielleicht dann doch nochmal, zum Beispiel in Deutschland, dann zu versuchen. Das war ja eigentlich auch der Fehler, in Deutschland zumindest, dieser sogenannten Gastarbeiterzeit. Da gab es dann, ich glaube 1973 war es, gab es dann diesen sogenannten Zuwanderungsstopp und man hat den Leuten gesagt, geht zurück oder bleibt. Aber eins von beidem, also hin und her, geht nicht mehr. In der Hoffnung natürlich seinerzeit, in dieser etwas naiven Annahme, die gehen jetzt alle zurück und bleiben dann in der Türkei oder auch in Nordafrika. War natürlich völliger Quatsch. Also wenn man Leute so unter Druck setzt, dann bleiben sie erstmal da, weil sie sind ja erst zu dieser Zeit ein paar Jahre vorangekommen, haben sich Existenzen aufgebaut und wer gibt es denn so leicht auf? Also wie gesagt, aus entwicklungspolitischer Sicht wäre es wirklich erstrebenswert, ein Stück weit dann auch etwas freizügige Migrationsmodelle zu forcieren. Peut-être plusieurs questions, parce qu'il y en a beaucoup. Donc, monsieur, peut-être, tout d'abord, voilà, brièvement, si vous voulez bien, parce qu'on va en prendre plusieurs. Bonsoir, madame, messieurs. Paul Arnaud, juriste. Je veux vous exprimer le fait que j'étais un peu déçu par votre brillante présentation. Vous n'avez pas fait état du droit. Le droit, c'est le droit international, c'est la convention, l'acte de l'Assemblée générale des Nations Unies je crois de mémoire, 16 décembre 2007, et qui dit chaque individu qui désire migrer a la possibilité de s'établir, de circuler et de s'établir dans tous les pays du monde. Sans demander d'autres formalités. Alors, il y a des phénomènes de visa, des conditions spécifiques à quelques États dans les États-Unis. Et je veux dire, au niveau de montrer la voie, l'ordolibéralisme doit être rejeté. Montrer la voie au monde entier quand on est un pays isolé. Mais là, c'est pas un pays isolé qui montrerait la voie au monde entier, ce serait par les voies démocratiques, parlementaires. Est-ce que, monsieur Schraven, il existe en Allemagne, ça n'existe pas en France. Est-ce qu'en Allemagne, il existe actuellement un débat ou une possibilité, un horizon, une perspective de débat sur
les remises en cause ou les revotations nouvelles de cet acte de l'Assemblée générale des Nations Unies de 2007 qui manifestement a ouvert les vannes à toutes les immigrations mondiales et qui manifestement pose des problèmes au niveau mondial d'intégration. Est-ce que il faut pas ouvrir plus le haro, le faisceau de la discussion? Est-ce que ce n'est pas au niveau international? Est-ce que il y a un débat en Allemagne sur ces aspects internationaux? Merci pour votre présentation, tout d'abord. J'avais 2 questions. La première étant, est-ce que vous pensez qu'il est possible de dépolitiser ce sujet? Parce que certains pensent que s'il y a une dépolitisation de ce sujet, notamment en parlant de plus de mobilité et de flux, on pourrait avoir une pensée plus pragmatique et avoir des solutions plus concrètes et arrêter de politiser la question. Et ensuite, je voulais savoir, étant donné que vous avez parlé d'une coupure de l'Union européenne par rapport à ces questions, est-ce que vous voyez une possible unification de l'Union européenne, notamment avec le nouveau pacte qui va se concrétiser au mois de décembre? Merci. Commencer à répondre. Alors, peut-être pas à la première question, mais à votre question, madame, à vos 2 questions, pardon, rapidement, parce que pour laisser la parole. Dépolitiser ce sujet ou désidéologiser ce sujet, peut-être. Parce que ce sujet, l'enjeu migratoire est profondément politique. Bon, ça le restera. Ça, c'est pas un gros mot, c'est pas grave, c'est comme ça. Et c'est un enjeu, comme je disais, humain et évidemment, voilà, empreint d'émotion. Mais cette question de la mobilité, et vraiment, je vous enjoins de réécouter ou d'écouter François Héran du Collège de France qui a fait une leçon inaugurale superbe sur cette question de la mobilité. C'est d'abord un phénomène banal. Alors, monsieur, je sais parler là d'ouverture des vannes. Enfin, je sais pas. Enfin, on a toujours bougé. On bougera toujours. On le voit dans la volonté de contrôler les frontières. On déplace les routes. On crée des problèmes, mais c'est compliqué. Et comme le disait très bien monsieur Schraven, sans s'attacher aux causes profondes de la migration, de stopper les flux. Et les flux, je tiens juste à dire 2 mots, c'est intéressant aujourd'hui, c'est des flux qui ont évolué aussi. En fait, on en a pas parlé, bon, si je reviens à du droit, mais je ne suis pas juriste, mais sur la convention de 51, donc des réfugiés, c'est une convention qui est ancrée dans l'après-deuxième guerre mondiale. C'est une convention qui est profondément dans le monde de la guerre froide. C'est une convention qui d'abord était destinée à s'occuper de la question des dissidents soviétiques. Et c'est une convention politique. Aujourd'hui, les flux sont mixtes, comme on dit. Et c'est intéressant aussi. Aujourd'hui, on migre parce que on est persécuté pour des raisons politiques, parce qu'on est persécuté pour des questions d'orientation sexuelle, parce que pour des raisons économiques aussi, et même d'ailleurs pour l'OFPRA, ou en Allemagne, enfin pour tous les offices qui examinent les dossiers des demandeurs d'asile, c'est des questions importantes, quoi. Et on va pas, enfin la personne est ce qu'elle est de façon bigarrée. Alors sur la fracture de l'Union européenne, est-ce que le pacte de l'ONU j'allais dire j'espère. Moi je suis positive. J'espère être. J'ai pas vu beaucoup de voilà, ni de résolutions de l'ONU, ni enfin qui ont été vraiment couronnées d'un succès total. Mais disons, espérons-le qu'il puisse y avoir cette solidarité là. Mais sur la fracture de l'Union européenne. Malheureusement, parce que on disait, est-ce qu'il y a une politique européenne? J'allais dire, il y a en tout cas, la DG Home, c'est-à-dire la DG en charge des migrations à la Commission européenne, mène une politique sur les enjeux de migration. Alors, c'est compliqué, et on l'a vu, parce que d'abord, c'est une politique sécuritaire. Pourquoi? Parce que la DG Home, c'est la DG Affaires intérieures et migration, donc c'est d'emblée lié à cette question-là, et que le volet humanitaire, et ça, c'est souvent dit aussi, est oublié, en tout cas n'est pas encore
encore un pas là-dedans. Il y a des pays qui le font. Nous en France, le côté humanitaire, en fait, c'est plutôt les associations, enfin, et la société civile qui le prennent en charge. Mais cette fracture existe. On demande la révision de Dublin, enfin beaucoup. On demande l'avènement de l'Agence européenne de l'asile, que l'EASO, donc le bureau de soutien à l'asile qui est basé à Malte, devienne une vraie belle agence de l'asile. Comme le disait très bien Monsieur le Préfet, pour l'instant, on n'arrive pas entre 27 à se mettre d'accord sur la liste de pays sûrs. Ça veut dire que on n'arrive pas à se mettre d'accord. Et donc, voilà, bon, j'espère que non, mais la fracture risque de perdurer un petit peu. Also zu Ihrer Frage. In Deutschland kann auf absehbare Zeit sicherlich politisch nichts diskutiert werden, was in Richtung geht eines völkerrechtlich verbindenden Instruments. Aber ich war schon ganz froh, als ich dann in den letzten Tagen auch vernommen habe, als nochmal diese Debatte um den UN-Migrationspakt aufkam, dass es durchaus auch hier eine breite Front gegeben hat, in allen Parteien, gut außer der AfD natürlich, dass hier Politiker aufgestanden sind und gesagt haben, ja, wir brauchen das, das ist wichtig. Es ist völkerrechtlich nicht bindend, aber es ist wichtig, weil die Erfahrung von 2015 ist ja auch die, ein Land alleine kann globale Migrationsströme nicht regeln. Das kann kein Land der Welt. Und so unverbindlich dieser Pakt dann auch sein mag, jetzt hängt ja auch vieles davon ab, wie setzen hier die Willigen, die Koalition der Willigen, wie setzen die das in die Tat um? Und auch da bin ich, gut, wir Deutschen neigen ja nicht so sehr irgendwie euphorisch oder zu optimistisch zu sein, aber in diesem Punkt bin ich jetzt auch vorsichtig optimistisch, dass es hier ein bisschen dann auch eine Bewegung gibt. Und wir diskutieren ja auch immer so ein bisschen in zwei verschiedene Richtungen. Wir haben einmal diese interne Diskussion mit Flüchtlingen in Frankreich, in Deutschland und Integration und so weiter. Und dann haben wir diese externe Dimension. Aber da gibt es ja durchaus auch Möglichkeiten, hier Brücken zu schlagen. Ich habe es eben schon erwähnt. Diese Perspektive, man könnte jetzt mit so ein bisschen mehr Entwicklungshilfe dann mal die Leute davon abhalten, dass sie woanders hingehen wollen, ist natürlich völliger Unsinn. Und selbst wenn es funktionieren würde, dass man mit Entwicklungshilfe jetzt auch massiv wirtschaftliche Entwicklung in den afrikanischen Ländern forcieren könnte oder noch mehr wirtschaftliche Entwicklung in den afrikanischen Ländern forcieren könnte, würde es mehr Migration geben. Nicht irreguläre Migration, aber sicherlich der Wunsch nach regulärer Migration würde nach oben gehen. Das ist die Erfahrung, die wir in Deutschland gemacht haben, in Italien, in Mexiko und so vielen Ländern der Welt. Das ist ein ganz eindeutig nachweisbarer empirischer Zusammenhang zwischen wirtschaftlicher Entwicklung und internationaler Migration. Und der Brückenschlag wäre hier im Prinzip auch zu sagen, reden wir doch auch mal darüber, wie könnte eigentlich auch reguläre Migration diesen steigenden Wunsch, wenn es denn auch wirtschaftlich besser geht, ein Stück weit dann auch auffangen, wenn wir von Afrika reden und so weiter. Trois questions et trois prises de parole. Monsieur au fond et monsieur en blanc. Oui, bonsoir. Une remarque générale. Le moins qu'on puisse dire, c'est que l'Europe n'est vraiment pas raccord sur cette question. On voit bien la disparité la plus extrême entre les pays. La première question, c'est est-ce que la décision très unilatérale de Merkel en 2015 ne cache pas ses déboires avec la Grèce, et notamment tout l'arrière-plan qui remonte à avant 1945. Sie sprachen von 1 Million, aber ich glaube, das waren sogar 2. Ah non, le monsieur est parti, pardon. Et ma deuxième question, c'est d'un point de vue philosophique, et je dis bien philosophique et pas politique. Est-ce qu'un déracinement plus ou moins intégral de certaines catégories de population ne facilite-t-il pas l'exploitation
maximale et néolibérale de l'homme par l'homme, ce qui est, de mon point de vue, la pire des choses. Et est-ce qu'on n'essaye pas de... Je termine. Est-ce qu'on n'est pas en train d'essayer de vendre un modèle néolibéral auquel nous croyons de moins en moins et auquel nous croirons probablement de moins en moins à l'avenir? Monsieur. Oui, bonsoir. Merci pour vos interventions. Moi, j'habite aussi à Paris et à chaque fois que je vois le visage d'un migrant, je ne peux qu'être frappé par les chemins, les routes qu'on a vues sur les cartes. Et ça souligne vraiment le courage tragique et à la fois humanitaire de ce problème. Et derrière les flux, les noms, les nombres, les stats, c'est vraiment des vies humaines. Et on ne peut s'empêcher de penser que tout migrant qui arrive à Paris, aux portes de la Chapelle, c'est un migrant qui a traversé tout ce chemin pour arriver ici. Alors moi, je vais revenir sur les causes. Ça a été rapidement évoqué, les causes des migrations. On ne parle pas suffisamment des causes politiques, des causes climatiques, des causes économiques. Et quand je vois toutes les politiques mises en place, testées par l'Union européenne pour essayer d'endiguer la pression migratoire et le maintenir en Afrique, je me pose la question de l'efficacité. Parce que j'entends des sommes importantes, astronomiques, envoyées dans des régions qui sont loin d'être des exemples de démocratie. Et je me pose la question simplement en tant que citoyen européen de savoir, est-ce que ce n'est pas du gâchis que d'investir autant d'argent au Soudan, au Tchad, dans tous ces pays africains qui sont, il s'était rappelé ici, qui sont loin d'être des démocrates. Je termine par la question des pays de l'Est de l'Europe. Est-ce que réellement on peut bâtir une Europe solidaire basée sur ces valeurs, comme ça a été dit, avec des pays qui ne respectent pas du tout les principes fondamentaux même du vivre ensemble en Europe, dans la communauté? Voilà, merci. Merci. Bonsoir. Ma question est destinée à Madame Clotilde Warren. En fait, on a vu un exposé sur le Soudan et toute l'immigration qui vient du Soudan. Par contre, le Soudan, ça fait 3, 4, 5 ans que c'est un pays un peu calme par rapport à ce qui se passe au monde, en Syrie, au Yémen. Et moi, j'atterris sur ce que tout à l'heure M. Leski a fait allusion, c'est le Yémen. C'est un pays qui est en drame. Ça fait 3 ans qu'il y a une agression saoudienne sur la population yéménite, mais on n'en a aucune information sur les migrants yéménites. Est-ce qu'il y a des camps pour les migrants? Ils sont où? Qu'est-ce qui se passe? Et vous avez cité tout à l'heure que le président soudanais Omar al-Bashir était recherché par un mandat d'arrêt Interpol pour les crimes qu'il a commis. Est-ce que les responsables saoudiens qui ont orchestré cette agression contre le Yémen vont être poursuivis pour les crimes? Merci. Qui ont été évoqués, celui de la coopération avec des pays qui ne sont pas des démocraties, la question de savoir dans quelle mesure, dans le Yémen et l'Arabie Saoudite, c'est peut-être des questions plus précises qui ont un rapport sans doute avec la migration, mais comme vous l'avez dit vous-même, on ne sait pas toujours très bien où sont les migrants, s'il y en a qui viennent du Yémen. Je ne sais pas si quelqu'un veut répondre sur ce point. Et puis la question des différentes positions des pays de l'Union européenne. On y est revenu à plusieurs reprises. La difficulté, évidemment, d'arriver à un accord pour faire évoluer le traité de Dublin. Je veux bien commencer pour répondre peut-être d'abord à monsieur au fond de la salle, que je remercie pour son intervention, parce que je voulais aussi vous dire que moi, au terme de ces 6 mois, de ces 8 mois de recherche, j'ai aussi acquis une vision tout à fait différente du migrant. En fait, moi, je considère en effet que le migrant est un aventurier.
et quelqu'un qui a un fort courage, et que ceux qui arrivent ici en Europe, ce sont ceux qui justement ont réussi à se dépasser, à ne pas mourir en Libye sous la torture, à ne pas rester bloqués là-bas, qui ont une ingéniosité assez forte, qui ont une résilience aussi très importante. Donc c'est vrai. Alors votre question, c'était pourquoi gâcher autant d'argent? Pourquoi financer? Oui, je le conçois. Par exemple, les 160 millions d'euros pour le Soudan, les 230 millions d'euros pour le Niger. J'avais envie, parce qu'on est à la maison Heinrich Heine, de revenir sur quelque chose qui, avec ma commanditaire de rapport, nous a un petit peu abasourdi, alors que nous étions auditionnés par le ministère des Néerlandais des Affaires étrangères début novembre. Le 31 octobre, il y a eu un déblocage de fonds par l'Allemagne et les Pays-Bas de 10 millions d'euros pour mettre sur pied au Niger des forces spéciales chargées de contrôler les frontières du Niger et de lutter contre l'immigration illégale. 6 millions d'euros payés par l'Allemagne, 4 millions d'euros par les Pays-Bas. Et on est revenu, nous, aux chiffres, parce qu'on aime ça, nous, les chiffres. En 2018, il y a eu, dans ceux qui sont arrivés en Europe, 12 000 migrants étaient passés par le Niger, pardon. Donc voilà, c'était un petit ratio un petit peu tragique sur les 10 millions d'euros et les 12 000. Et quand alors monsieur, juste en 2 mots, moi comment vous dire, sur les conflits, je ne fais pas de qui va plus mal qu'un autre. Enfin, je fais pas de comptabilité de ce genre. Et ça, je laisse ça aux médias. Il y a des focus qui sont faits sur certains pays à certains moments. Comme vous le dites très bien, il y a eu la Syrie. Aujourd'hui, c'est le Yémen. Mais détrompez-vous, monsieur. Le Soudan, personne n'en parle, mais est en guerre civile. Oui. Et ça fait des années. Donc, et ça n'enlève rien à la tragédie du Yémen, monsieur. Mais bien sûr, monsieur, malheureusement, dans l'échiquier de l'horreur, on ne va pas, il n'y a pas de balance. C'est tout. Mais voilà, je pense qu'on peut pas changer le narratif du Soudan de cette façon-là. C'est tout. Et oublier leur détresse à eux également. Écoutez, c'est des débats où, bien évidemment, ce qui est en jeu, c'est notre commune humanité. On le sait tous. Voilà. Bon, à partir de là, il faut arriver à essayer de dire des choses et de poser vraiment les problèmes. Je suis pas intervenu tout à l'heure, mais bien évidemment, depuis la Révolution française, on s'interroge entre la question du droit de circulation et du droit de s'établir. Voilà, circuler, c'est pas forcément s'établir. Hein. On a beaucoup fait sur la question de la migration circulaire, et la France a une très longue expérience en matière de migration circulaire, justement, qui ne marche pas. Avec l'Algérie, par exemple. L'Algérie, c'est 440 000 visas tous les ans délivrés. Hein, c'est la première nationalité en regroupement familial en France, et en même temps, c'est une demande d'asile qui ne cesse d'augmenter parce que justement, il y a des problèmes liés à la situation propre algérienne qui fait que, malgré tout, les personnes fuient et ne sont pas dans l'idée de la migration circulaire. Je peux rajouter le Maroc. Le Maroc, c'est 5000 saisonniers qui sont pris tous les ans en charge par l'OFI, c'est-à-dire transport payé, pour venir en France travailler dans l'agriculture et puis après repartir. Ça n'empêche pas la venue, malgré tout, de clandestins qui viennent et qui ne sont pas après qu'on n'a pas la capacité de reconduire, parce que justement une des difficultés de la migration circulaire, c'est qu'il faut être deux, et en particulier avec des États qui acceptent cette migration circulaire. Or les États, et en particulier les classes dirigeantes de ces États, ont une politique globale qui est d'exporter leurs pauvres, ou de ceux qui, d'une certaine manière, les gênent. Et c'est ça qui se fait, et c'est ça qui fait qu'il n'y a pas de migration circulaire. Alors, dans ces migrations globales, bien évidemment, il y a une part d'exploitation. Il ne faut pas le nier. Si on n'arrive pas à régler le problème de Calais, c'est parce que il y a une aspiration de ceux qui sont à Calais de ne pas déposer leur demande d'asile en France et d'aller dans un pays où il n'y a pas d'inspection du travail.
et où la question de l'exploitation, et en particulier communautaire, est particulièrement aiguë. Ça ne veut pas dire qu'ici, elle ne l'est pas dans certaines communautés, mais là où il n'y a pas d'inspection du travail, elle est beaucoup plus forte. Et c'est ça aussi qui est en jeu. Alors, je terminerai par dire la chose suivante, c'est que on ne peut pas faire fi de l'inquiétude de l'ensemble des populations européennes sur la question globale de la défense des acquis sociétaux et sociaux par rapport à des phénomènes dont ils peuvent penser qu'ils ont été soit organisés, soit pas pensés par l'ensemble des pays et leurs dirigeants qui les ont mis en œuvre et qui n'ont pas prévu les conséquences. La Libye étant l'exemple type, mais on pourrait y rajouter l'Irak comme l'exemple de déstructuration d'un pays avec les désordres que cela a pu impliquer. Et donc, il y a des interrogations légitimes. La protection sociale, c'est des cotisations avec un certain nombre d'ayants droit et de bénéficiaires. Comment on fait, comment on organise ça? C'est le débat aujourd'hui qui est au Danemark et qui est en Suède et qui fait que dès lors qu'on n'arrive pas à y répondre de manière correcte pour prendre en compte l'ensemble des situations, on a une poussée des partis d'extrême droite. Ja, vielleicht noch mal zu dieser Frage, diese Entscheidung von Frau Merkel und ihren Beweggründen. Keine Ahnung. Ich meine, es gibt nicht wenige, die sagen, es wäre ihre einzige Entscheidung gewesen, die sie nicht nach einer reichlich rationalen Bewegung, sondern einfach aus der Emotion heraus getroffen hat. Es ist aber letztendlich Spekulation. Ich meine, fest steht, diese spezifische Situation darf man auch nicht vergessen. Diese Tausende von Menschen, vor allem Syrer, die am Hauptbahnhof von Budapest im September 2015 festgesessen haben, schreckliche Bilder. Ja, und ich kann mir durchaus vorstellen, dass es tatsächlich so gewesen ist, dass Frau Merkel sich gesagt hat, naja gut, das ist im Prinzip ja auch keine haltbare Situation und wenn man so will, im Prinzip auch eine Schande für Europa, dass jetzt diese Bilder um die Welt gehen. Ich weiß es aber letztendlich nicht. Also, aber ich würde auch nicht zu viel interpretieren, dass es da irgendwie Gründe gegeben hat, die mit Griechenland und so weiter was zu tun haben. Also ich glaube, das wäre jetzt auch auf jeden Fall ein bisschen zu viel. Vielleicht nochmal zu Ihrer Frage bezüglich, wie gehen wir denn um mit weniger demokratischen Regimen in Afrika oder auch woanders oder auch in Europa. Gute Frage. Letztendlich wäre es, und jetzt rede ich wieder von der idealtypischen entwicklungspolitischen Sicht, ganz wichtig, dass wir eben nicht nachlassen bei solchen Punkten in der Entwicklungszusammenarbeit wie Good Governance, Demokratieförderung, Menschenrechte und so weiter. Das sind ja alles Dinge, die hat man sich nach dem Ende des Kalten Krieges ja auch mühsam in der Entwicklungszusammenarbeit dann auch so erarbeitet. Und deshalb ist auch die Studie von Clotilde Baron auch so wichtig, weil das haben wir vorher, gab es noch kaum Studien dazu, über diese konkreten Auswirkungen mit diesen Regimen, auch auf die interregionale Migration in Westafrika zum Beispiel. Da dürfen wir halt wirklich nicht nachlassen. Andererseits ist es aber auch so, dass es natürlich jetzt arg vermessen wäre und im Prinzip so die deutsche oder die europäische Hybris ist, hier zu sagen, naja, mit ein bisschen mehr Entwicklungszusammenarbeit bekommen wir auch dieses Demokratieproblem jetzt hin. Nein, das kann ja wirklich nur aus den Gesellschaften selber kommen und auch diesbezüglich kann der Beitrag der Entwicklungszusammenarbeit, zum Beispiel oder der Beitrag der internationalen Politik, der sollte bei weitem jetzt auch nicht überschätzt werden. Das wäre ja wirklich auch arrogant und vermessen zu sagen, naja, wir exportieren jetzt mal ein bisschen Demokratie, dann läuft es endlich in Afrika, wenn wir das alles so ein bisschen mal anders machen wie in der Vergangenheit. Nee, natürlich nicht. Ich meine, das muss tatsächlich aus den Gesellschaften selber kommen. Und wenn ich in Westafrika unterwegs bin, wie gesagt, vor allem im Anglophon, sehe ich schon auch, dass sich zivilgesellschaftlich da was tut. Aber es ist halt sehr langsam. Aber wie gesagt, von außen kann man ja nichts forcieren. Man kann ein bisschen unterstützen und auch generell
Der Welt-Entwicklungshilfe-Etat beträgt so etwa 130, 140 Milliarden US-Dollar pro Jahr für schätzungsweise über 100 Länder weltweit. Ist so viel Geld auch nicht, wenn wir da gegenüberstellen, was Migranten in Entwicklungs- und Schwellenländer schicken, die sogenannten Rücküberweisungen, das ist ja ein Vielfaches höher. Also von daher sollten wir unsere europäische Hybris auch ein bisschen zurückfahren und, wie man so schön im Deutschen sagt, kleinere Brötchen backen. Juste un mot, monsieur, parce que je voulais vous répondre et puis j'ai oublié là à propos de pas de la Grèce parce que je vois pas trop moi de jeu mais je trouve que monsieur Schraven a tout à fait raison et j'ai lu un livre que je vous conseille, l'OVNI politique, c'est un portrait d'Angela Merkel en français de Marion Van Rettergen et en fait pour elle oui justement cette femme politique froide, elle vient aussi de RDA et les images dont parle monsieur Schraven, c'est ça, c'était aussi ce mur honni en quelque sorte et cette volonté d'ouvrir justement et moi je pense que c'est vrai et après des esprits que l'on connaît, enfin beaucoup ont dit elle a fait ça pour des calculs démographiques, voilà, moi je pense que tout n'est pas calcul et qu'on peut être aussi être doué d'émotions en étant chancelière. Pas des bisounours, mais c'est pas que du billard à 3 bandes. Très bien. Eh bien, écoutez, alors après une soirée très riche, en tout cas en point de vue et également en information, en analyse, je crois que nous pouvons nous séparer tout en nous disant que nous avons bien de la chance d'être dans un pays où on immigre plutôt que d'être dans un pays duquel on émigre.